crois pas à la magie noire. Je ne crois qu'au pouvoir. Quand tu parles à un néophyte, tu lui dis bah, je suis boxeur professionnel, je suis invaincu, j'ai 27 combats, il dit waouh, t'es riche. Non, c'est pas vrai. Je vends des chaussures. Donc je gagne ce combat et le lendemain, à 9h, je suis au boulot. Et je le remercie de ça, mais c'est vrai que plus jeune, je trouvais ça injuste. Je me suis dit, dur avec moi, j'ai rien fait. À Los Angeles, on me reconnaissait, je rentre chez moi encore, on me reconnaît pas. Direct, j'ai une tête qui fait pas hyper peur. J'arrive rasé, je fais pas peur, j'ai une tête d'enfant, j'ai un corps d'enfant. Ce combat m'a rendu professionnel, vraiment. Moi, j'ai serré la main de Bivol, il a une main, elle est comme ça, elle est dure. Elle est hyper dure, sa main. Et là, du coup, je suis sans emploi. Monsieur, ta vie, ton œuvre, parce que là peut-être que tout le monde, tous ceux qui nous regardent ont vu le highlight, le côté Ceremony Ring Magazine, et puis véritable révélation j'ai envie de dire, hein, parce que c'est vrai que là maintenant t'es un monsieur qui compte dans la boxe mondiale. On va commencer par le commencement, en tout cas pour le grand public. C'est ce qui s'est passé le 14 décembre, en tout cas dans la nuit du 14 au 15 décembre pour nous. L'upset de l'année, tout simplement, dans ce qui devait être un bourbier. C'est vrai. Donc raconte-nous tout. Bah, du coup, comme tu disais, ça devait être un bourbier parce que Munguia faisait son retour à la maison. Il avait fait une campagne aux États-Unis où il a fait des combats de renom justement contre Canelo. Et jusque-là, c'était sa seule et unique défaite par la décision. C'est ça, il perd à la décision contre Canelo dans un affrontement 100% mexicain. Et il organise son retour à la maison devant son public à Tijuana. C'est un public quand même assez chaud, c'est des amoureux de boxe, quoi. C'est un combat de fin d'année, il se dit ok, on va faire quelque chose de pas mal, de plutôt simple entre guillemets, tu vois, pour aborder les prochains défis. Il était d'ailleurs programmé pour Mbili. Après tu dis plutôt simple, il y avait 30 000 personnes. 30 000 donc c'est simple, il n'y a pas 30 000 personnes, même à la T-Mobile Arena de Las Vegas, on met pas 30 000 personnes. C'est vrai. Mais du coup, il avait un combat programmé juste après, donc ça devait être un événement écrit, quoi. Du coup, on connaît l'issue de ce combat, mais c'est clair que j'étais pas dans les meilleures conditions pour performer ce soir-là. Ouais. Mais alors oui, parce que tu sais pas les meilleures conditions. Ce qui est ouf, c'est les gars. Alors, c'est une très belle histoire, mais de base, ça devait être l'une des raisons qui fait que les gens aiment un peu moins la boxe. C'est que, en gros, sur le papier, mismatch tout simplement. Et en plus, j'ai lu qu'apparemment, donc tu vas à Tijuana, territoire hostile, et qu'apparemment t'as reçu les billets la veille, c'est ça, je crois? Ouais, on reçoit les billets d'avion vraiment la veille, donc ça fait qu'on a un petit peu de mal à s'organiser. Toute la logistique là-bas, c'est assez compliqué aussi. Pour trouver une salle d'entraînement, c'est un petit peu plus compliqué aussi. À chaque fois qu'on a une intervention, que ce soit médiatique, que ce soit justement la pesée, on attend 2 heures avant. Sur le combat, on nous appelle vraiment 20-30 minutes avant. On est dans le stade, dans le froid. Du coup, c'est vrai qu'on n'est pas dans les meilleures conditions possibles. On connaît ce facteur de boxer à l'extérieur. C'est vrai, on savait qu'on n'allait pas être bien reçu, etc. Donc, on a passé sur tout ça, mais c'est clair qu'on a souhaité nous mettre dans de mauvaises conditions. Ouais. Mais donc ça, c'est vrai parce que c'est Francis Ngannou qui avait expliqué ça par rapport à son combat contre Joshua. Donc que vraiment, quand le promoteur, donc là c'était Eddie Hearn qui organisait le combat, ils vont vraiment faire en sorte que toi, tu sois dans des conditions un peu compliquées. Ouais, on essaie de te mettre inconfortable, c'est vrai. On essaie de te déstabiliser par tout moyen, que ce soit plutôt subtil ou non, mais c'est le jeu, je dirais. C'est le jeu, donc quand on était là-bas, vraiment avec toute l'équipe, on a profité de chaque moment, donc on s'est pas attardé sur tous ces petits faits-là. Mais c'est vrai qu'après, ça sublime un petit peu le combat, parce qu'après tout ça, l'issue est belle, donc on se rappelle de oh, putain, en plus on est sorti avant, etc. C'est vrai que ça rend l'issue pas mal. Ouais. Et c'était prévu depuis quand ce combat? Ce combat, il a été prévu 5 semaines avant. Ok, ah ouais, donc c'est assez court, j'imagine aussi. Ouais, mais je devais boxer du coup pour défendre mon titre BU Silver. Donc j'avais 3 mois de préparation dans les jambes, on a poursuivi un petit peu la préparation. Donc c'est vrai qu'on avait cette chance-là d'être déjà prêt, mais pareil, on te prévient 5 semaines pour boxer Munguia, c'est pas le top, c'est pas optimal. Ouais. Et donc le combat Bourbier commence. Ça se passe pas comme prévu non plus, enfin, en tout cas comme prévu pour lui, mais pas pour toi. Alors en fait, si tu veux, ce combattant, on le regarde, on l'a déjà regardé pas mal de fois, d'une part parce qu'il fait partie des grosses têtes de la boxe, donc on le regardait déjà avant, et on a étudié un petit peu son style.
C'est vrai que c'est un boxeur généreux, il est très agressif, il frappe, il répond à l'héritage vraiment de la boxe mexicaine. Donc on a analysé pas mal de choses, dont le fait qu'il fait des mauvais replacements défensifs. On avait vraiment analysé ça, mais après il y a cet inconnu, je sais pas ce que ça fait boxer un numéro 2 mondial, je sais pas ce que ça fait boxer contre quelqu'un qui a 90% de KO. Donc c'est vrai qu'avec ces inconnus-là, c'est compliqué de composer. Donc sur ce premier round, nous on décide de prendre les informations, etc., de voir s'il me suit, si sur mon jab il me suit, etc. Et je me sens bien. Je me sens tellement bien qu'au deuxième round, c'est vrai que mon coin m'a dit de frapper 2 coups et de verrouiller, justement parce qu'il y a cet inconnu-là et c'est très costaud, il a un timing quand même assez vif, donc je pars sur 3 coups, je me fais contrer, du coup je tombe dans mon coin, tu vois. Je sais pourquoi je suis tombé, c'est ce qui fait que j'ai pas paniqué quand je me suis relevé. Je sais où j'ai fait mon erreur, donc il n'y a pas cette épée de Damoclès au-dessus de moi où je me dis, putain, il peut me faire tomber quand je veux. Je regarde mon coin pour vraiment les rassurer et on repart. J'ai vraiment à cœur de finir fort ce round parce que c'est un prédateur et quand tu vois que c'est fini, il va accélérer, donc j'essaie de finir fort. Et au 3e, 4e, lui se dit c'est bon, j'ai le temps, donc je commence un petit peu plus à m'installer et je vois que je l'ébranle un petit peu sur le 4e round sur un uppercut du gauche et je me dis en fait il y a la place, donc allons-y. Hein. Allons-y. Et la suite appartient à l'histoire, monsieur. La suite appartient à l'histoire, exactement. Et là, on voit la célébration. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là exactement ? En fait, c'est toujours compliqué de définir précisément ce qui se passe parce que tout va très vite. Il tombe devant moi, je vais dans le coin, j'essaie de regarder ses yeux, voir s'il se relève ou pas. La manière avec laquelle je suis arrivé dans ce stade où je me suis dit vraiment prends un maximum d'informations parce que c'est ce qui me restera après ma carrière. Donc quand ça se passe, vraiment le stade exulte et j'essaie de regarder, de prendre le maximum d'informations. Je suis en face, je vois Chavez en bas, je vois son coin, je vois mon coin qui est euphorique, quoi. Donc j'essaie vraiment de garder ça en mémoire parce que c'est ces souvenirs-là qui sont vraiment importants. Et j'arrive pas à mettre le doigt sur une émotion, si c'est de la joie, etc. Mais c'est joie, surprise, soulagement. On l'a fait et pendant 3 jours, ça a été compliqué de dormir et de réaliser. On s'appelait tous les jours avec Adèle pour se dire en fait, c'est vrai, c'était pas un rêve, ça existait vraiment. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de temps avant de réaliser, mais content de l'avoir fait. Ouais. Bah oui, c'est incroyable. Et puis ensuite, là, il y a eu récemment la cérémonie, donc Ring Magazine, qui a été, on va dire, c'est une des plus prestigieuses, sinon la plus prestigieuse revue, qui était morte tout simplement. Et donc Turkish, qui est aujourd'hui en train de faire plein de choses dans les sports de combat, en boxe notamment, il a racheté le magazine, il a fait une soirée où il y avait tout le monde, tout simplement, dont toi. Et donc tu as reçu le trophée d'Upset of the Year, donc surprise de l'année, on va dire. Ça fait quoi d'avoir cette reconnaissance là aussi ? En fait, cette reconnaissance, elle est, ce qui a été vraiment incroyable dans cette soirée, c'est qu'on va dans une soirée où il y a tout le monde, vraiment tout le monde, des combattants que j'ai regardés, dont je suis fan. Enfin, je me suis retrouvé au milieu de tout ça. Et t'étais sur la photo, c'était sur cette grande photo en plus, je suis juste derrière Reggie Hunt. Il y a une photo, les gars, il y a tout le monde. Mais vraiment, il y a tout le monde. Et du coup, ces mecs-là m'ont reconnu. Enfin, ces mecs-là me saluent, me félicitent, me reconnaissent. Et ça, c'était vraiment, vraiment fou. Et de notre arrivée où on croise Devin Haney, son père, Amir Khan, jusqu'à la fin, ça a été dingue. On a pris l'ascenseur avec Amir Khan. Enfin, c'était fou. Tout était fou. J'ai fait un sauna avec Teofimo Lopez. J'ai des anecdotes de fou. Et tous ces mecs-là te saluent, tu vois. Donc c'est vrai que cette reconnaissance, elle fait plaisir, elle fait chaud au cœur et ça permet d'avoir des souvenirs plein la tête. Ouais. Et puis donc là, ça y est, tu fais partie du gratin en fait. Bah maintenant dans mon palmarès, j'ai Canelo s'est levé pour me dire bonjour. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Ouais, il y avait Canelo, son entraîneur, Ryan Garcia et du coup Turki. Et il se lève, il me reconnaît, il me dit félicitations quoi. Donc c'est vrai que c'est dingue quoi. Déjà à la salle ils me disent pas bonjour, Canelo il se levait, il m'a dit bonjour. Donc non, franchement pour un passionné de boxe et le passionné de boxe que je suis vraiment j'étais à Disney quoi. Par contre passionné de boxe, mais là j'espère que t'as pas prévu d'avoir des vacances au Mexique ou quoi parce que ah bah figure-toi que vraiment le public mexicain, je pensais qu'ils avaient ce chauvinisme en eux, mais c'est vraiment des amoureux de sport et en plus de boxe. Donc déjà que ce soit avant le combat,
Il y avait beaucoup d'amour. Bon, après, j'étais là pour faire briller leur champion, mais il y avait beaucoup de bienveillance et de sympathie. Et après le combat, j'ai vu plein de Mexicains qui m'ont sollicité pour des photos, etc. Donc, c'est vrai qu'ils ont cet amour du sport et il n'y a pas ce chauvinisme où ils me détestaient. Bon, après, bien sûr, il y en a eu quelques-uns, mais dans l'ensemble, franchement, ça va. Ouais, puis là, en vrai, tu fais d'une pierre, je sais pas combien de coups avec ce combat, parce qu'en plus, tu es dans une catégorie, enfin, 2 catégories dans lesquelles tu évolues, où tu as beaucoup de Mexicains aussi. Donc, il y a potentiellement beaucoup d'histoires à écrire aussi de ce côté-là. Ah, c'est clair, on est déjà le fait d'avoir boxé sur le continent américain, moi ça m'a ouvert vraiment une certaine visibilité et ce combat était important pour moi parce qu'il y avait toutes les caméras du monde. Sur cette date-là, il n'y avait pas d'autres gros combats. La semaine après, il y avait Tyson Fury contre Usyk. Donc c'est vrai que tout le monde s'était arrêté pour voir le retour de Munguia. Donc toutes les caméras étaient braquées sur moi et j'avais une fenêtre de visibilité qui était assez folle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon nom est connu maintenant des grandes instances. Et comment tu vas faire pour ne pas péter les plombs? Pour nous faire une Andy Ruiz, tu vois. Ce qui est facile et ce qui me permet de garder les pieds sur terre, vraiment, déjà, c'est mon écosystème, que ce soit ma famille, mes amis, mon entraîneur. On a tous ce cadre-là très familial depuis pas mal d'années. Je m'entraîne dans un endroit où, justement, j'ai ce devoir j'ai cette responsabilité d'inspirer, d'incarner. Donc, je dois garder les pieds sur terre pour justement montrer aux plus jeunes qu'il faut faire des belles et bonnes choses et quand c'est fait, c'est pas fini, il faut continuer, quoi. Donc tout ça me permet de garder les pieds sur terre et comme je disais, c'est la fin d'un chapitre, c'est-à-dire la boxe, ma carrière qui était plus confidentielle, pour l'ouverture d'un autre où justement je serais un petit peu plus exposé. Donc c'est vrai que là je suis attendu, donc c'est à moi de transformer le tir. Bah oui, il va falloir. Et qu'est-ce qui va évoluer justement dans ta carrière? Parce que j'avais lu ça aussi, que tu étais dans... Donc déjà, tu as fait de très belles études. Hein. J'ai vu, tu as 2 masters, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc 2 masters, c'est quoi en droit Je fais droit des affaires et management des organisations sportives. Et tu cherchais, je crois, un travail qui était adapté à ton cursus tout simplement, mais que c'était compliqué parce que tu es aussi sportif de haut niveau. C'est ça. J'imagine que là, les priorités ont changé. Ouais, les priorités ont changé. L'agencement de ma vie, du coup, est du coup plus focalisé sur le sport. Et c'est vrai que cette visibilité et cet avancement dans ma carrière sportive fait qu'aujourd'hui, je dois avoir une implication totale dans ma carrière, du moins le temps où je suis à ce niveau-là, quoi. Mais c'est vrai que ce qui va changer, ça va être mes méthodes de préparation. On va être un petit peu plus confortable dans le sens où on va pouvoir faire des camps d'entraînement, on va pouvoir sélectionner des sparring. Là où avant c'était très artisanal et on se déplaçait nous-mêmes, on essayait de composer comme on pouvait. Là on va se mettre dans des bonnes conditions pour préparer vraiment les combats à la hauteur de ce qui va arriver. Donc explique-nous comment ça se passe. Parce que c'est vrai que bon... Nous, les gens, ils savent, on parle souvent MMA, et c'est assez lisible en MMA. Toi, là, je me dis, bon, t'as battu le numéro 2 mondial. Dans la catégorie supérieure, logiquement, là, tu devrais avoir cette chance à la ceinture ou ça se passe pas comme ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la catégorie supérieure, en super moyen, c'est Canelo qui capitalise la majorité des ceintures et du coup il paralyse un petit peu la catégorie parce qu'il décide de boxer qui il veut. Et Canelo, il a plus une logique sportive parce que son nom est inscrit dans l'histoire, il a une logique capitalistique. Lui, ce qu'il veut faire, c'est faire de l'argent et faire des combats de renom, du coup. Donc toute cette catégorie, elle est paralysée et on le constate en voyant Christian qui galère un moment pour son title shot. Donc cette catégorie-là, elle est vraiment paralysée et moi, ça m'intéresse pas de boxer en super moyen. Et chez les moyens, il y a 3 champions du monde. On aura Erislandy Lara chez la WBA qui a 41 ans aujourd'hui et qui justement lui je pense attend son money fight, quoi. Il attend de faire de l'argent sur son titre. On a Carlos Adames qui est champion chez la WBC qui boxe contre Shiraz dans une soirée Riyadh Season et on a Janibek le Kazakh qui a 2 ceintures lui aussi, qui est signé chez Top Rank. Donc c'est vrai que tout ce paysage-là fait qu'on a 3 choix qui sont possibles. On va essayer d'aller vers soit le choix le plus rapide, soit le plus intéressant. Et du coup, c'est des calculs et des réflexions qui sont entre guillemets politiques parce que y a ce promoteur qui est avec cette télé.
C'est des choses qui dépassent le sportif, quoi. Ah bah oui, mais c'est un enfer. Moi, je trouve que c'est un enfer. Et toi, en plus, c'est ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, c'est artisanal, c'est toi qui gères ta carrière tout seul avec ton équipe. Est-ce que tu as aussi cette question, parce qu'on voit, on l'a vu par le passé, c'était Tony Oka qui avait commencé à se dire je vais m'exporter. Là, c'est Bakary Samaké qui a signé avec Top Rank. Cette importance de signer avec un gros promoteur aussi. Aujourd'hui, la promotion, elle est importante et capitale dans le développement de sa carrière. Et c'est vrai que là, j'ai la chance d'être dans le top 10 mondial. Donc c'est vrai que signer avec une promotion, c'est une réflexion à avoir parce que tout cet investissement, eux, l'ont pas fait. Donc ils vont arriver avec déjà le rendement, donc c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que moi je vais signer dans une promotion ou plutôt je signe dans un management qui me représente sur ces fédérations-là? C'est une réflexion qui se tient et c'est vrai que c'est compliqué de se positionner là maintenant parce que ça implique pas mal de choses. C'est vrai que me verrouiller maintenant dans une promotion et du coup représenter un intérêt pour tous les boxeurs de la promotion, c'est une réflexion à avoir. Donc c'est vrai que je pense y réfléchir après le combat revanche, justement parce que en fait c'est ce combat qui intéresse tout le monde. Tout le monde veut faire un cash-out sur le combat revanche. Donc, dont toi, bah normal. Dont moi, mais si je signe avec une promotion, eux font leur cash-out et après me laissent pourrir dans la promotion. C'est vrai que c'est pas intéressant. Tu penses qu'ils feraient ça? En fait, ils signent un boxeur qui est déjà en haut, dont ils n'ont pas fait un investissement. Et étant donné que mon classement est sympathique pour tous les autres, est-ce qu'ils vont pas faire monter un mec sur qui ils ont misé? C'est des réflexions, mais comme tu dis, c'est un sport assez poreux et c'est vrai que c'est compliqué de comprendre tout cet écosystème si on n'est pas averti. Ouais. Ah non, mais c'est clair. Et puis je pense que les gens n'ont pas non plus envie, ils veulent juste voir du sport plutôt qu'être au courant de. C'est du divertissement, en vérité, c'est du divertissement. Et donc, quand on se pose devant la télé, c'est pas pour comprendre les choses stratégiques d'un ou d'autre, c'est de regarder deux combattants qui se combattent. Donc, c'est vrai que ça explique aussi pourquoi le MMA aujourd'hui est un petit peu plus en vogue, mais. C'est vrai que le spectateur s'en fout un peu de ce qui se passe dans les fédérations, les promotions, le management. Ouais. Mais est-ce que ce serait pas beau de rester comme ça en indépendant, tu vois? L'histoire serait belle. Après, il y a une réalité, c'est que je dois être représenté déjà dans les fédérations. Et on l'a vu sur mon combat aller, il y a eu des petits couacs. Et avec lequel un management solide aurait pu justement en pallier. Quand tu dis petit couac, c'est quoi par exemple? Des petits couacs, justement la logistique pour aller à la salle, le fait d'attendre avec un manager puissant et influent, j'attends pas dehors. Mes gants, je les ai reçus dans le vestiaire. Normalement on les vérifie la veille, je les ai reçus dans le vestiaire. Je suis pas dans un vestiaire, je suis dans une douche. Il y a des combattants qui sont dans la sous-carte, qui sont dans des vestiaires, moi je suis dans la touche. Donc c'est vrai que pour toutes ces petites choses, j'ai besoin de quelqu'un qui me représente, qui fait valoir mes intérêts. Et c'est vrai que l'artisanal, l'histoire est belle, mais à un moment donné, il faut se professionnaliser car on prétend justement à plus haut, quoi. Et tu dirais que là, ce qui t'arrive aujourd'hui, parce que tu as commencé la boxe à 3 ans, c'est par hasard parce que tu as saisi les opportunités ou dans un coin de ta tête, tu avais quand même envie d'être dans cette position-là? Alors, je commence la boxe très tôt et c'est vrai que de très petit, j'ai pas eu l'ambition d'être là où je suis et ça arrivait étape par étape. Donc c'est vrai qu'étape par étape, je me dis que je peux rêver un petit peu plus grand. C'est vrai que là, j'ai fait un grand pas, donc je rêvais beaucoup plus grand. Mais aujourd'hui, j'en suis là. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard parce qu'il y a des années de travail. Mais il y a des tas de boxeurs qui ont des années de travail et qui n'ont pas eu la chance d'avoir du coup cette reconnaissance là. Donc je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a un facteur chance, il y a un facteur travail. Et aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de récolter entre guillemets les fruits de mon travail, mais il y a des tas de boxeurs qui malheureusement pour qui ça n'arrive pas, quoi. Donc je pense que c'est un petit peu des deux. Je suis un menteur de te dire ouais c'est normal, c'est mérité, je devais être là. Il y a un petit peu des deux. Ouais, mais après ce qui est assez fou, c'est que tu as vraiment eu un parcours de personne normale entre guillemets et toujours ce parcours en excellence en tant que boxe. Et t'as fait comment pour réussir à calibrer les deux et faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui soit complètement délaissé? Moi je tombe amoureux de la boxe avec la compétition. C'est vraiment la compétition qui me fait rester et qui me tient vraiment éveillé et animé. Et le fait de faire de la compétition, ça m'a imposé une certaine forme de rigueur, que ce soit au niveau scolaire et pour tout, quoi. Je souhaite à chaque fois être le meilleur. Donc
ça m'a permis de tenir et d'avoir ces deux phases-là dans ma vie qui m'équilibrent du coup. Quand ça allait peut-être un petit peu moins dans la boxe, bah, j'essayais de bosser un petit peu plus. Et les deux fonctionnent ensemble et font un rouage qui fait que aujourd'hui je suis assez équilibré, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme moment en boxe où t'étais en mode oh, là ça peut. Comme tu sais, la boxe c'est quand même un sport assez précaire, donc déjà au niveau de la reconnaissance, j'étais boxeur professionnel, mais j'avais pas de statut particulier à la fac, donc j'avais les études d'un étudiant lambda, quoi. Si je boxais et que j'étais absent, il fallait que je le justifie, ou c'était assez compliqué dans ce sens-là. Et puis au niveau de la situation, c'est vrai que quand je cherchais du boulot, bah, je suis boxeur professionnel, donc j'ai pas le temps, etc. Donc c'est un frein à l'emploi, c'est un frein aussi parce que il y a des phases où tu boxes pas. J'ai déjà passé un an sans boxer, tu te poses des questions, tu te dis je m'entraîne 2 fois par jour, je boxe pas, qu'est-ce que je fais? Mon hobby me coûte dans ma vie professionnelle aussi, donc où est-ce que j'en suis? Est-ce que je continue? Est-ce que je prends ce pari-là? Et c'est vrai que pour la plupart des boxeurs, étant donné qu'ils ont, si je peux me permettre, le cul entre deux chaises, ils se disent je travaille, je boxe, est-ce que je mise tout sur la boxe? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de visibilité sur où tu vas, donc c'est vrai que c'est compliqué. Pour les combattants, je dirais, de MMA, étant donné qu'il y a une ligue, un classement fermé, quand ils font ce sacrifice, ils savent où ils vont. Et nous, on ne sait pas, tu peux être très très bon. Je reprends l'exemple de Christian parce que c'est celui qui me parle le plus, mais il est très très bon, il est au sommet mondial, mais ça fait 2 ans qu'il attend son title shot. Donc c'est vrai que c'est des sacrifices qui se font à l'aveugle, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Et parce que là, tu faisais quoi comme travail en dehors de la boxe? Bah, j'ai été diplômé l'année dernière en octobre, et si tu veux, je préparais mon titre BU Silver. Et il y avait une réalité, il fallait que je travaille, donc je cherchais des boulots dans ma branche. Chaque fois, on m'opposait ma pratique du sport de haut niveau. J'ai dû aller faire de la vente. J'ai fait de la vente dans un magasin, et si tu veux, je boxe le samedi. Donc je fais mon coaching dans le magasin, donc, déshydraté, bonjour madame, bonjour monsieur, quand je peux vous aider. Et donc je gagne ce combat, et le lendemain, à 9h, je suis au boulot, quoi. Donc c'est vrai que c'est... J'ai du mal à me dire qu'en ayant 2 masters en plus, tu ne peux que trouver un travail comme ça où sur le papier, enfin, je veux dire, c'est pas du tout en adéquation avec tes études. C'est parce que ça fait peur aux gens de se dire que parce qu'en plus, enfin, je veux dire, moi en tant qu'employeur aussi, tu vois, je me dis, bah, c'est pas mal, tu vois, le gars, il a une vraie passion à côté. Bah, en fait, ce que je comprends pas, c'est que je représente entre guillemets une valeur ajoutée, parce que le sport de haut niveau, ça apporte pas mal de soft skills, la gestion du stress, le travail en équipe, etc. Donc je me dis c'est une plus-value, et en plus de ça, je nourris une expertise de plus de 20 ans sur un sujet que je maîtrise, sur lequel je suis diplômé. Donc c'est vrai que je comprends pas. Et quand je postule, je me dis, je sais pas, c'est évident. Et du coup, on m'oppose ma pratique du sport de haut niveau. Oui, mais monsieur, faites du sport de haut niveau, vous entraînez 2 fois par jour. Si vous avez des combats, comment on fait? Parce que moi, ce que je t'apporte, comment on fait du coup? Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me met des barrières, ce qui fait que j'ai fait des emplois entre guillemets sans qualification. Et même dans ces emplois-là, j'ai postulé des fois à Foot Locker, Nike, on me dit oui, mais monsieur, vous faites du sport. Alors pour le coup, s'il y a bien une entreprise où normalement tu es censé faire du sport, c'est là-bas, quoi. Ouais, donc c'est vrai que ça a été vraiment compliqué de m'insérer dans le marché du travail avec mes compétences et dans le domaine que je veux. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet important, quoi. Et avant ce combat-là, les primes ne suffisaient pas? Non, les primes ne suffisaient pas, et comme je te disais, c'est un sport précaire, donc j'ai pas de visibilité sur la prochaine, j'ai pas de visibilité sur quand est-ce que combien, quand. Et au niveau des sponsoring, c'est vrai que c'est une bataille aussi. Maintenant ça va, je pense. C'est un petit peu plus simple. Ouais. Maintenant que mon nom est connu, c'est un petit peu plus simple, mais c'est vrai que je me déplace moi en personne pour aller voir les entreprises, je fais mon dossier, je demande gentiment, bonjour monsieur, bonjour madame, je suis un sportif, je suis gentil, je suis poli, je fais des études, est-ce que vous pouvez m'aider? Mais et pareil, on a eu pas mal de refus. Donc c'est vrai que c'est compliqué de structurer et stabiliser. Et si je peux dire que ce combat a changé ma vie, c'est vraiment au niveau de la stabilité. Ça me permet justement de m'établir stablement et de me dire ok, de planifier. Là je peux faire ça, là je peux faire ça, là je peux faire ça. Et ça a été vraiment la grosse plus-value. Maintenant, ce combat m'a rendu professionnel, vraiment. Alors qu'avant c'était un hobby plus. Et le plus dur, c'est ça finalement, c'est de s'accrocher alors que t'as pas les rentrées financières et de te dire, en vrai, je suis pas si loin que ça du plus haut niveau. C'est ça, en fait. Et ce qui est frustrant, c'est que il y a quand même des grandes étapes dans ta carrière où tu te dis, en vrai, ça va. Donc avant le titre de champion de France, je crois que j'ai 19 combats.
Je fais 19 combats pro, je suis champion de France, je me dis, ça y est, c'est fini. C'est pas vrai, c'était pas fini. Je défends mon titre, je galère, je boxe 2 ans sans rien, il se passe rien, je fais le BUI Silver, je dis, ça y est, je suis un petit peu connu, j'ai 3 étoiles sur BoxRec, ça va. Pas du tout. Pas du tout, j'ai encore 1 an et c'est vrai que c'est compliqué de garder la motivation, de se dire ok, je continue à y croire. Et quand tu parles à un néophyte, tu lui dis bah, je suis boxeur professionnel, je suis invaincu, j'ai 27 combats, il dit waouh, t'es riche. Non, c'est pas. Je vends des chaussures, je suis pas riche. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Il y a un moment où t'as failli arrêter, où tu t'es dit voilà, ça devient abusé. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que vraiment j'aime ce sport et je suis passionné par ce sport, donc ça représente pas, comment dire, une peine pour moi de continuer à m'accrocher. C'est vrai, c'est vraiment un équilibre. Et comme je t'ai dit, j'avais pas des ambitions, elles étaient mesurées à chaque fois. Donc j'étais satisfait de ma carrière. Si demain ça s'arrêtait, j'étais très fier de moi en tant que personne, en tant qu'athlète, j'étais très fier de moi. Mais c'est vrai qu'il y a des petites phases de perte de motivation. C'est pas normal, enfin, je galère. Et moi, ce qui m'a vraiment, vraiment touché, ça a été justement quand j'ai fini mes études, où je me suis dit, en fait, ça y est, les portes vont s'ouvrir à moi, mais pas du tout. C'est ça qui est frustrant, de se dire, j'ai été un bon garçon toute ma vie, ça marche pas. Et le plus important, du coup, c'est la com, en fait, finalement, en boxe, non ? La communication, c'est important parce qu'elle te permet de pérenniser ton statut et de justement avoir plus de partenariats et plus d'opportunités sportives ou d'activation. Donc c'est vrai que c'est important. Mais le fait de surcommuniquer sur des événements qui sont entre guillemets pas grandioses, c'est vrai que tout de suite on prend une place médiatique qui est assez importante et on voit que la consommation du média, tout tourne très vite. Tout tourne vraiment très vite. Et par exemple, je te prends l'exemple de Tony. Moi, je l'ai vu boxer contre Bacolé. Il rentre, c'est un héros. 4 rounds après, les gens, c'est comme s'il lui avait volé de l'argent. Quoi. Ouais. C'est compliqué, c'est dur. Et le traitement médiatique après, c'est dingue. Donc c'est vrai que se surexposer, c'est important pour développer ta carrière, mais c'est aussi se mettre devant des risques entre guillemets de représailles médiatiques, quoi. C'est des gens qui entament des guerres alors qu'ils se connaissent pas. Ah, mais tu vas voir là pour ton prochain combat. Là, ça y est, les gens ils sont derrière toi. Mais justement, le public français, c'est qu'on a quelque part le meilleur public, parce qu'une fois que les gens sont derrière toi, ils sont vraiment derrière toi. Mais si tu perds, en fait, t'as l'impression que c'est fini. Ouais, c'est ça, t'as trahi les gens, en fait. Tu sais, avant le combat, moi, je prête pas beaucoup d'importance à ce qui se passe sur les réseaux. Je scroll, je vois des mecs que je connais pas. Il va se faire tuer. Je connais pas. Pourquoi tu dis ça? C'est méchant. Mais je vois des trucs de fou. Tu sais, tu défiles un petit peu, tu vois des mecs qui expliquent par A plus B que c'est impossible que je gagne, je vais mourir, etc. Du coup, 14 décembre, 15 décembre, je rescroll des mêmes mecs. On y a cru, c'est normal, l'histoire est belle. Les mêmes noms, je vois les mêmes noms. J'ai rien à faire, je scroll, je vois les mêmes noms. Et puis même, tout le monde s'empare de ta vie. Tu as une vie médiatique qui est du coup partagée par tous. Les gens parlent de toi comme s'ils étaient dans ta chambre avec toi. Enfin, je vois des gens, ouais, sur le contrat, il y a écrit qu'il doit reboxer. C'est pas vrai, je sais pas. Enfin, il y a eu des rumeurs de. Je suis censé faire la revanche en avril, apparemment. Ok. Je sais pas. Moi, je scroll, je vois, putain, ça tue. Qui c'est qui m'a dit, j'avais pas vu. Mais c'est vrai que être présent médiatiquement, c'est aussi un risque pour ta santé aussi. Moi, je sais que j'ai jamais aspiré à être connu ou mainstream. C'est vrai que c'est une aubaine parce que ça me permet de me stabiliser, etc. Mais vu que j'ai jamais aspiré à ça, ça me permet de souffler un petit peu. Ouais. Et c'est un risque aussi, selon moi. Parce que ça a été un peu difficile à gérer l'après, là ? En fait, moi, vu que je suis sympa, je veux répondre à toutes les sollicitations et c'est vrai que c'est compliqué pour moi de satisfaire tout le monde. Et la barrière entre il est humble et la grossette, elle est très très fine. Donc, savoir expliquer aux gens que hier j'étais Bruno super sympa et super avenant, je suis toujours le même, mais chaque pas que je fais représente un enjeu commercial pour moi ou sportif pour moi. Donc c'est vrai que je peux plus faire ce que je veux. Donc devoir expliquer tout ça aux gens que je connais et qui me côtoient tous les jours, ça a été c'est toujours un petit combat. Et arriver à faire que mon entourage souffre pas de ce qu'ils lisent. Parce que c'est vrai que du coup, il peut y avoir mon père, ma soeur qui lisent des commentaires qui sont pas forcément cool sur moi. Des gens peuvent s'emparer de moi dans le sens où ils peuvent écrire des trucs qui sont pas fous et leur dire calmez-vous, ces gens on les connaît pas, on s'en fiche, quoi. Et c'est vrai qu'éduquer tout mon entourage par rapport à ça, ça peut être compliqué, ouais. Surtout quand c'est aussi soudain, je pense, hein, parce que c'est vrai que rien ne te préparait à ça, on va dire.
En fait, il n'y a rien qui te prépare vraiment à ça. Mais la chance que j'ai eue, c'est de voir des athlètes de premier plan vivre ces moments-là, peut-être x2, x3, x10, et de voir, entre guillemets, leurs erreurs, ce qui s'est passé pour eux, comment gérer ça. Ça a fait qu'aujourd'hui, j'essaie de ne pas prendre les mêmes chemins et j'essaie de ne pas m'accoutumer à ça. Parce que, en vérité, quand tu t'accoutumes à la lumière, c'est dur après quand tu l'as plus, tu vois, ça devient une dépendance. Donc c'est vrai que j'essaie de ne pas jouir de ces fruits-là trop rapidement. Ouais. Mais comment faire pour ne pas s'accoutumer ? Parce qu'on en parle encore plus souvent, je pense, en boxe. C'est un truc où quand ça marche très très bien. Voilà. En fait, c'est vrai que la starification de l'athlète, c'est un sujet. C'est un sport qui est fantasmé par pas mal. On est deux, c'est l'expression de la violence. Donc c'est vrai que quand ça se passe bien pour toi, t'es une star, quoi. Mais vraiment la chance que j'ai, c'est que j'ai un petit noyau d'amis et on se tire dessus tout le temps. Je peux pas faire la star. Je veux vraiment pas faire la star. Et puis mon mode de vie, il est hyper simple. Donc je continue sainement. C'est vrai que je peux le faire plus largement, plus facilement, mais j'ai le même mode de vie et moi, ma vie, en vrai, j'aspire à boire des cafés au soleil. C'est tout ce que je veux, tranquillement. Et qu'est-ce qu'il y a qui va changer là concrètement ? Donc quand tu disais là maintenant tu vas être un petit peu plus stable financièrement, dans quoi t'as investi ou tu vas investir ? Déjà dans un premier temps, ce que j'ai pas pu faire avant, c'est investir sur moi-même, sur ma préparation, sur mon temps de repos, sur tout ça, vraiment créer un écosystème solide. Et en dehors de ça, vraiment prendre le temps de faire des bonnes réflexions sur l'après-boxe. On sait qu'une carrière, ça dure pas très très longtemps, donc essayer de capitaliser sur tout ça pour après être plus confortable par la suite. Donc me renseigner, m'éduquer sur tel ou tel type d'investissement, c'est important aussi. Mais parce qu'il y a quoi exact ? Parce que c'est vrai qu'en boxe, et souvent on en parle, c'est au-delà du downfall en termes d'image, il y a beaucoup de boxeurs qui finissent ruinés, et c'est parce que les camps d'entraînement coûtent cher, En fait, en boxe, il y a tout qui coûte cher. Tu veux faire un sparring, ça coûte cher. Tu fais un camp d'entraînement, ça coûte cher. Tout coûte cher. Et puis quand justement tu signes avec Promotion Management, c'est des gros moins en termes de pourcentage. Ouais, donc c'est sexy sur l'image, mais ça fait des gros moins. Donc sur des sommes annoncées, à la fin, il ne te reste pas grand-chose. Il y a les impôts ils font mal aussi. Oui. Donc il y a tout ça qui fait que sur une somme initiale, t'as pas beaucoup. Le fait que tu sois un peu déifié fait que quand tu mènes une vie un petit peu plus exubérante, tout coûte beaucoup plus cher. Tu représentes du coup un portefeuille pour tout le monde. Donc quand tu sors, tout coûte cher. Donc c'est vrai que ça se comprend. Ça se comprend et j'arrive à voir pourquoi ces sportifs-là ont connu ce downfall-là. Donc vraiment... Le but, ça va être de rester sur une vie simple et de construire l'après tranquillement. La tête sur les épaules, J'essaye. C'est beau. Et donc là, voilà, nouvelle étape de ta vie là, qui a commencé désormais. Il y a Turkish qui parlait récemment, et toi, tu as la chance de toujours avoir conservé ce fameux 0 en boxe anglaise, et lui, il voulait mettre un terme à ça, parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un peu qu'en boxe où il faut être à 0. Toi, tu penses quoi de ça ? Moi, franchement, le 0 défaite, je pense qu'il est important pour commencer à s'exporter, pour représenter une certaine forme de valeur pour les boxeurs qui sont ailleurs. Mais après, on fait du sport. Perdre, ça arrive et c'est pas dramatique. C'est vrai que ce 0, en fait, on idéalise Floyd Mayweather en se disant avec ce 0, je vais être millionnaire, mais c'est pas vrai. Donc, je pense qu'à un moment donné, faut prendre des risques parce que on reste des sportifs, on fait du sport. C'est vrai que lui, il veut faire justement, comme on en parlait tout à l'heure, il veut faire une ligue fermée pour du coup pallier à ce problème de 0, pallier à ce problème de paralysie dans les affrontements. À voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai que du coup c'est pas fait pour favoriser les boxeurs. Le public sera le grand gagnant de cette histoire, mais ça va précariser aussi du coup tous les boxeurs qui vont être dans un système assez hégémonique, dans le sens où ils n'auront pas le choix que de boxer, et du coup la régulation des salaires va varier aussi. Après, ce que je me dis, c'est bon, là spoiler, hein, on n'est pas d'accord avec Bruno, mais moi ce que je me dis, c'est qu'en boxe les salaires sont tels, je pense que les gars qui seront dans cette ligue fermée, ils seront blindés quoi qu'il arrive. Tu vois, t'auras pas de... Oui. Les mecs qui sont en undercard et tout...
Là où, je pense qu'ils gagneront très bien leur vie, hein. Ils gagneront très très bien leur vie, mais là où avant un Canelo pouvait réclamer des 20 millions sur des combats. Tu penses que ça n'arrivera plus, ça? Ah non, ça peut plus arriver. Ouais. Ça peut plus arriver parce qu'il aura plus le choix que de boxer là-dedans. Il sera très bien Mmh. payé, mais il pourra plus imposer son salaire à telle ou telle organisation parce qu'il n'y en aura qu'une seule du coup. Mais après, on n'est pas dans ces sphères-là et sportivement, pour celui qui est tout en bas, Bientôt. c'est plus facile. Bientôt, tu seras. Bientôt, tu seras. Touchons du bois. Oui. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y aura ce truc-là, mais pour les fans, c'est vrai que d'avoir ne serait-ce que Ah le oui. côté undisputed, et puis peut-être, parce qu'en vrai, il y a les mecs comme Canelo, peut-être, qui toucheront moins, Oui. mais là, typiquement, un gars comme Christian, je pense qu'il serait ravi d'être dans cette situation-là, comme ça, t'attends pas ton title shot. C'est ça, parce qu'en fait, vu que c'est paralysé par ces personnes-là qui veulent monter les enchères, c'est vrai que sportivement, pour celui qui est par exemple 2, 3, 4, 5, c'est compliqué parce qu'il attend. Et puis même au niveau de la visibilité, ce qu'on disait, là quand t'es 18 et que tu prends le 15, t'as la visibilité après de prendre le 13, le 12, le 10, etc. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Ça réglerait des problèmes, ça en créera d'autres, mais à voir comment ça va marcher. Ouais. Et puis tu aurais aussi ce côté qui a, je trouve, moi, enfin je sais pas si toi tu le ressens ça, mais en MMA, en tout cas à l'UFC, quand t'as par exemple Benoît Saint-Denis qui est numéro 13, ça veut dire quelque chose d'être numéro 13. Exactement. En boxe, numéro 13, il y a beaucoup de numéro 13. Mhm. Et c'est vrai qu'il faut le numéro plus le nom, s'il n'y a pas la ceinture. C'est ça. En fait, c'est vrai qu'en boxe, le nom importe plus que le classement. Et c'est pour ça qu'à un certain niveau, maintenant, on cherche que le nom. Maintenant, et dans ma catégorie, dans la catégorie dessus, il y a des mecs qui sont hyper bien classés, mais le nom n'intéresse pas. Janny Beck, il a 2 ceintures. Qui connaît Janny Beck Qui connaît Janny Beck et je peux boxer un mec qui est proche de la retraite mais qui a un nom sympa et je ferai peut-être 3 fois plus d'argent qu'avec Janny Beck qui a 2 ceintures. Donc c'est vrai que le classement à l'UFC ça veut dire beaucoup et ça aussi ça va réguler ce problème-là. Et pour le public aussi, tu vois, parce que pour la visibilité, si je dis aujourd'hui par exemple je suis 6e mondial, ça veut dire plus quelque chose que si ça va régler des problèmes. Moi, Ouais, en ayant battu le numéro 2 d'une autre catégorie, certes, mais bon. Et maintenant, toi, qu'est-ce qui va te faire vibrer? Parce que c'est vrai que là, t'as mis une des plus grosses clims, et enfin, c'est compliqué de viser plus. Il manquait juste la ceinture finalement. Ouais, ça va être. En vrai, c'est le seul truc qui manquait. J'étais dégoûté. Je suis rentré à l'aéroport, j'avais rien. Mon accréditation, on me l'a volé dans ma chambre. Je suis rentré sans rien, même pas une ceinture, même pas un Pims. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vrai que on a fait un bel exploit et on a pas mal vibré, mais il y a encore plein de choses à faire. Moi, comme je te dis, je suis un passionné de boxe. Aujourd'hui, j'ai fait ça, mais demain, je serai le plus excité de boxer aux États-Unis dans une grande salle. Je serai le plus excité de faire un championnat du monde. Aujourd'hui, je prends chaque petit plaisir qui vient parce que c'est ce qui reste à la fin. Donc, quand je monte sur le ring, c'est Jimmy Lennon qui m'annonce, je suis comme un fou, je vois sur le ring, il y a écrit Top Rank, ESPN, je suis comme un dingue, donc j'arrive à prendre les petites, entre guillemets, les petites victoires un petit peu partout, donc c'est vrai que je banalise pas ce qui s'est passé, mais il y a encore plein de belles choses à faire, je pense. Mais et tu penses qu'un gros combat en France, c'est possible ou pas? C'est dans un coin de ma tête, mais est-ce qu'aujourd'hui les grosses institutions peuvent faire que ça arrive, c'est-à-dire est-ce que les institutions publiques peuvent faire que ça arrive, est-ce que les diffuseurs peuvent aussi se réimprégner de ce projet box là en France, parce que c'est vrai qu'avec le MMA il y a des gros chiffres qui sont marquants, tu fais 2 UFC Paris, ça marque bien, donc pourquoi ils iraient pas faire le plat du pied sécurité et rester sur le MMA, pourquoi ils iront se réinvestir sur la boxe? Je sais pas si ça peut se faire, ça dépend des personnes qui ont les mains sur le volant, quoi. Et toi, les combats franco-français, c'est quelque chose que t'aimes bien ou tu préfères aller à l'étranger, mais ça, c'était la première fois que t'allais aussi loin? En tant que spectateur? En tant que toi? En tant que sportif, ouais. Les combats franco-français, il y en a qui sont intéressants et pertinents, mais après, c'est vrai que moi, maintenant, mon ambition, c'est d'aller chercher justement des noms à l'étranger. D'une part, parce que financièrement, c'est plus intéressant, sportivement, ça peut être aussi plus intéressant, donc c'est vrai que c'est ce type de combat-là qui m'intéresse plus. Et puis,
En tant que sportif, moi, mon ambition, c'était de boxer aux États-Unis, c'était de boxer du coup au Mexique, c'était de faire des grandes salles, quoi. C'est ça qui reste. J'aime beaucoup les salles municipales, mais bon, si je peux faire des plus belles salles, ça me va. Non, mais moi je parlais d'un Bercy quand même. Non, là c'est fini tout ça. Là, des Bercy, pourquoi pas. Imagine Stade de France. Stade Vélodrome. Oh là là, Stade Vélodrome. Mais oui, Stade Vélodrome. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de boxe là-bas. Si. Je sais même pas s'il y en a déjà eu au Vélodrome, je crois pas. Bah, ce serait fou. Ce serait un truc de malade. Ça serait un truc de fou. Ouais. Parce qu'il y a quoi, c'est 60 000 spectateurs, 60 000, ouais. Bah, en vrai, 60 000. Qu'est-ce que c'est 60 000 Il pourrait faire un truc de fou. Et justement, est-ce que là, depuis, t'as eu des. Comment? On commence à se dire pourquoi pas te faire boxer en France et à Marseille ou... Oui, du coup, l'implication médiatique après ce combat a fait que automatiquement on m'a dit mais est-ce que tu veux pas reboxer en France, etc. Est-ce que la revanche tu veux pas la faire en France? En vrai, je pense que ouais, financièrement ça reste plus intéressant. Ça reste plus intéressant là-bas, mais moi dans un coin de ma tête c'est me dire ok, si demain je me rapproche d'un titre mondial, je veux le faire en France, je veux le faire si c'est possible au Vélodrome. Enfin, il y a tous ces petits rêves qui du coup sont en réflexion, mais boxer en France vraiment ce serait pour un titre majeur, quoi. Un titre majeur en France, ça serait fou. Et tu regardes vraiment tous les matchs de l'OM? Je regarde tous les matchs de l'OM. Je regarde tous les matchs de l'OM, je regarde tous les matchs de boxe. Je suis un passionné de sport en vérité. Donc, Oui. Ça devait être dur ces dernières saisons, ou pas? c'est compliqué. Hein. Oui, bah oui. C'est compliqué, mais on reste là. C'est beau. Et donc, alors, là, concernant justement ton écosystème, parce que les gens là qui vont écouter ou regarder cette interview, même les gens qui t'ont découvert depuis cette expo, ou qui te suivaient depuis toujours, bah, ça doit leur donner quand même pas mal d'espoir, tu vois, de se dire on peut réussir à être avec notre cercle vraiment de fidèles depuis quasi toujours et arriver à tout surmonter, parce que t'es quand même dans un truc, je sais pas combien Munguia il avait mis pour son camp d'entraînement, mais c'est beaucoup, peut-être x10 par rapport à toi, tu vois, et pourtant t'as réussi à renverser ça. Donc comment tu t'organises concrètement? Bah, c'est vrai que l'histoire est belle parce que justement, dans mon écosystème boxe, t'as mon père avec qui j'ai commencé la boxe, t'as mon entraîneur, ça fait plus de 10 ans avec qui je suis, Kaiser, t'as Amazir avec qui j'ai commencé la boxe, on a boxé ensemble, on a évolué ensemble, donc c'est vrai que c'est un entourage quasi familial. On s'entraîne dans une salle dans les quartiers nord, donc c'est vrai que ça aussi, ça rend plus artisanal ce projet-là. On s'entraîne avec des enfants qui font des cours pour enfants, des amateurs, des amoureux de sport, mais pas des compétiteurs, quoi. Je peux faire du sac avec un enfant, avec un cadre, avec un père de famille, donc c'est vrai que c'est compliqué. On est sur des horaires qui sont dictés. Je m'entraîne de 18h à 21h, je m'entraîne pas avant, je m'entraîne pas après, c'est 18h à 21h mon entraînement de boxe. Donc c'est vrai que l'histoire est belle parce que généralement ce type de choses ça arrive ailleurs et on se dit oh, le rêve est permis mais pas ici, et en vérité on l'a fait de Marseille avec pas grand moyen, donc là où je suis vraiment content c'est que ça me permet d'incarner le fait que tout est possible vraiment, et si on peut inspirer et faire en sorte d'impliquer tous ces jeunes là à se dire ok je peux croire en moi, ça peut arriver, donc c'est que du bonus. Et pour les sparring, comment ça se passe alors? Pour les sparring, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bougé dans la région. On a bougé dans la région, on a boxé plusieurs pros des fois qui collaient pas forcément au style de Munguia, mais on a bricolé, on s'est dit ok, nous notre game plan c'est ça, on va travailler sur ça et peu importe ce qu'en face a fait, nous on travaille sur ça. Donc je tourne avec des amateurs, je tourne avec des mecs qui ont moins de 5 combats des fois. Donc c'est vrai que c'est dingue, mais après même pour eux c'est bien, le combat se passe bien, par exemple j'ai boxé et j'étais en travail dirigé, tu vois, donc à un moment donné je suis purement défensif parce que je dois contrer sur telle ou telle phase, quoi. Donc ça fait que je me prends des séries de 10-20 coups par un mec à moins de 5 combats et le 15 décembre il se lève et dit putain je l'ai bombé le mec. Ça qui est fou, tu vois. Bah, par rapport à ça là, est-ce que tu vas justement pouvoir commencer à faire venir des gars aussi? Ouais, faire venir des gars, et je pense que c'est important de faire grandir mon entourage et de le faire évoluer dans le sens où on peut bouger du coup tous les 3, tous les 4 pour apprendre aussi des méthodes d'entraînement d'ailleurs, pour apprendre comment on travaille ailleurs, parce que je pense que l'évolution elle n'est pas que sur l'athlète, elle est sur vraiment toute l'équipe. Si toute l'équipe avance ensemble, on apprend tous les mêmes choses et
Et le cercle grossit plus facilement comme ça. Et quand tu... Parce que c'est vrai qu'il y a justement deux philosophies, c'est soit les énormes gyms, soit tout ce qui est centralisé autour d'un athlète et vous vous déplacez autour. Toi, tu préfères justement ça, te déplacer à chaque fois? Ouais, je pense que c'est mieux de se déplacer dans le sens où déjà on vit quelque chose d'humain qui est un peu plus fort, donc ça implique vraiment tous les acteurs de cette aventure. Et puis je pense que il n'y a pas de vérité générale, il n'y a pas eux détiennent la vérité. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de chaque endroit et de l'expertise de chaque endroit, et c'est important de bouger comme ça. Et puis on est quatre. On a peut-être 4 avis différents, donc on peut se confronter, on peut voir, ok, ça c'était bien, toi t'as pensé c'est quoi de ça, et ça fait évoluer le débat, donc c'est vrai que c'est important de bouger et d'apprendre tous ensemble. Et au moment où il y a eu cette opportunité-là, vous êtes 4, il n'y a aucun des 4 qui s'est dit c'est peut-être une mauvaise idée? Il y en a des plus frileux que d'autres, mais c'est vrai que moi j'arrive avec beaucoup de conviction en disant, ok, voilà, c'est... moi, je fais de la boxe depuis tout petit pour vivre ce moment-là, pour être face à ces noms-là, dans des endroits comme ça, dans des contextes comme ça. Et si je tourne le doigt à cette opportunité, en vérité, je fais de la boxe, comme je te disais, pour faire dans des stades municipaux. Ça rime à rien, tu vois. Moi, je veux vivre ce type de moment-là. Donc, c'est vrai que j'y vais avec tellement de conviction et de motivation que ça convainc tous les autres. Mais il y en a des plus frileux que d'autres. C'est dangereux, est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est pas tôt, etc. Donc... J'avais 27 combats pro, je suis pro depuis que j'ai 18 ans. C'est vrai que je me sentais prêt à prendre ce défi-là. Et du coup, j'ai convaincu tout le monde, et petit à petit, jusqu'à l'avant-veille, hein, peut-être, on s'est convaincu de plus en plus jour après jour. Ah oui, donc ça a été quand même assez tardif, le moment où tout le monde était... Tout le monde était... Après, face au but, on est dans le stade, il faut qu'on se dise, bon, là, c'est bon, on y est, donc go. Mais c'est vrai que la semaine là-bas, elle a vraiment été un déclencheur pour tout le monde, de se dire, ok, c'est bon, c'est mon nom, ma tête, notre équipe contre la sienne, donc ça y est, on y va, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut se battre, quoi, donc go. À quel point ça change ces 4 kilos d'écart, c'est ça, entre 72 et 76, et 76? En plus, lui, il a mis une tolérance d'1 kilo en plus. Alors voilà, c'est pour... À quel point donc ça change les deux catégories? Est-ce qu'il y a du cutting? Est-ce que pour toi, en termes de sensation, est-ce que c'est le jour et la nuit ou pas vraiment? Moi, je suis un gros poids moyen, donc faire super moyen, c'était plus confortable pour moi parce que j'avais moins à souffrir. Mais je restais quand même un super moyen, quand même plutôt lourd. Est-ce que tu cut, toi, ou pas? Je sais pas si on peut appeler ça du cutting, mais les 3 derniers kilos, c'est de l'eau. Parce que vu que je boxe sur 12 rounds, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de m'infliger cet effort-là. Mais en tout cas, pour moi, ça a changé dans le sens où j'étais à l'aise. Et sur la semaine du combat, j'ai pas eu à galérer pour faire le poids. Mais 4 kilos, en vrai, ça change un combat. Quand tu es optimisé pour 72 et que tu combats à 76, ça change un combat parce que lui, le lendemain, il était à 85. Hein. T'as 85, 86, il était bien remonté. Et tu le sens sur toute la dimension physique, il prend de la place sur le ring, tu peux pas bouger comme tu veux. Quand il t'attrape, tu vois l'impact, tu le sens. Donc c'est vrai que ça change un combat. Et c'est pour ça que tous les combattants font ces efforts-là pour rester dans la catégorie, parce que 4 kilos, même 1 kilo, tu vois, le kilo de tolérance, ça lui a fait peut-être boire une gorgée de plus, et ça change tout. Ça change vraiment tout. Mais parce que oui, en boxe, t'as ça aussi, donc t'as les kilos de tolérance, tu peux avoir les clauses de réhydratation aussi. Ça, est-ce que tu te dis, t'aimerais un monde où il n'y a pas tous ces trucs-là? Ça fait partie du sport aussi. En tant que sportif pur, c'est vrai que c'est plus sain de pas s'impacter la santé, mais j'ai envie de te dire, le très haut niveau, ça fait du mal pour la santé, quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que c'est capital de se restreindre comme ça. Il y en a qui appellent ça de la triche, mais on est tous soumis à la même règle, celle de la balance. Il faut faire ce poids-là. Donc après, c'est au manager du coup qui est influent de poser les clauses. Tu vois, donc si demain dans mon équipe il y a quelqu'un d'influent, on le fait un catch weight, on le fait plus en super moyen, on le fait en dessous. On peut nous poser des conditions qui nous permettent d'être plus confortables. Et est-ce qu'il y a tu sais, le sport de haut niveau, c'est pas forcément très, très sain. Il y a des moments où tu as été vraiment dans le mal? Chaque fois que je dois faire le poids, c'est pas marrant. Et tu sais, on fait un sport de contact et de percussion, donc ça fait pas je suis conscient que ça fait pas du bien à la santé non plus. Donc on a la tête dans le guidon, donc on continue, etc. Mais il n'y a rien qui est sain. Je traîne des petites blessures depuis un moment. Je sais que j'aurai de l'arthrose quand je finirai.
je suis conscient de tout ça et c'est un pari que je prends parce que je prends ce risque-là pour ma santé, mais je vis des trucs qui sont tellement incroyables que, ok, si c'est ça le prix, ben, je le paye, c'est pas grave. Donc, Mais surtout qu'en plus, toi, tu fais, que ce soit dans tes études ou le métier auquel t'aspires ou t'aspires peut-être plus tard, bah, faut aussi être lucide, être en place. Ouais, faut être lucide, mais après, on a vu beaucoup de boxeurs après qui, entre guillemets, qui avaient des petits bugs au niveau de l'élocution, etc. Donc on sait qu'il y a ces questions-là de santé. Et moi, ce que je disais, c'est que la boxe, c'est quelque chose qui m'apporte quelque chose dans ma vie. Et je suis pas un boxeur, je suis une entité, je suis un humain normal et je me substitue pas à la boxe. Donc si demain je dois arrêter parce que problème de santé il y a, j'arrêterai sans problème, quoi. J'ai pas cette dépendance envers ce sport. Elle m'a beaucoup apporté. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant de ce que j'ai eu et de qui je suis par rapport à ce sport. Mais si demain problème de santé, j'arrêterai. Ouais. Et tu feras comment pour pas faire le combat de trop que quasiment tous font. En fait, c'est tellement grisant d'être sur le devant de la scène, d'être acclamé, de vivre ça. Il y a une dopamine qui est très très forte. Mais comme je te disais, la chance que j'ai, c'est que j'ai un entourage qui est très sain et très proche. Et ils diront, Bruno, arrête. Arrête ça tout de suite. Et puis moi, en tant que sportif, j'aimerais combattre jusqu'à ce que je sois compétitif. Si je le suis plus, c'est plus pertinent pour moi. Et ce que j'ai mis des années à construire, j'ai pas envie de le perdre sur un combat bidon. Comme je t'ai dit, ça tourne très 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 vite et le héros peut vite devenir un 0, ça tient à rien, quoi. Donc c'est vrai que le combat de trop, je veille à ne pas le faire. Et puis il y a tellement de choses en dehors de la boxe, tu vois, à faire, donc voilà, je peux arrêter tranquillement. Et genre quoi? Je sais pas, par exemple, moi j'ai toujours voulu faire des sports d'équipe, des sports un petit peu ludiques, tu vois. Toute ma vie, j'ai fait la bagarre toute ma vie. J'aimerais bien faire un sport sympa. Si je dois faire du hand, je fais du hand. Si je dois jouer au foot, je fais du foot. Si j'ai jamais skié de ma vie, si je peux faire du ski, je fais du ski. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses après la boxe à faire. Donc ça aussi, ça me tient en haleine aussi. Ok, ouais. Non, bah c'est vrai que puis ça dépend aussi à quel âge t'arrêtes. Parce que tu t'es déjà mis un âge en tête. Moi, je me suis toujours dit, après 30, j'arrête. Mais non. Après 30, j'arrête. Et si je suis plus pertinent avant, j'arrête avant. Si je suis plus pertinent après, j'arrête après. Mais Donc t'es né en 98. Ouais, là j'ai 26. C'est bientôt. 4 ans. Ça va, on a pris un petit raccourci là. Ouais. Un petit peu plus vite. Non, vraiment 30. Ouais, j'avais dit 30. Ok. Parce que ça, moi j'aime bien quand on fait ça parce que on refera, j'espère, une autre interview et je vois les gars à chaque fois et je fais bon alors maintenant. Parce que je me souviens avec Cyril, on avait fait plusieurs fois ça fait très longtemps qu'on fait des interviews et c'était vers 30 ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que maintenant, il s'est toujours pas pris beaucoup de coups. Il est numéro 2 du classement, tu te dis bon. Ouais. Mais si je suis pertinent encore à 30, si je suis pertinent à 30 et que c'est intéressant pour moi, je ferais tirer. Je serais bête de dire j'arrête, j'avais dit 30, j'arrête à 30. Mais si demain je suis plus pertinent et les combats m'excitent plus, financièrement c'est plus intéressant, je vais pas faire tirer plus que de mesure. Après bien sûr, si je suis challenger mondial à 31, je continuerai, mais c'est vrai que 30 c'était mon... Ok. À la limite, ouais. Parce que c'était le côté santé. C'était le côté santé, c'est le côté aussi, il y a une vie après. Enfin, c'est compliqué de construire sa vie autour de deux entraînements, de la compétition, etc. C'est compliqué d'avoir une vie stable. Il y a pas mal d'autres plaisirs dont j'aimerais jouir après le sport et j'aimerais le faire à 30 ans, quoi. Ne pas le faire à 40 un peu démonté. Donc 30 ans, c'est l'âge limite. Et puis, je pense qu'il y a un facteur de saturation. Tu sais, j'ai commencé à 3 ans, j'ai commencé la compétition à 8 ans. C'est usant. C'est usant aussi, donc 30, ça me paraît être le bon compromis. Mais tu le sens déjà là un peu, parce que il y a certains, il y a toujours ce truc de soit s'il y a beaucoup de combats pro que tu as fait, soit le fait d'avoir commencé très tôt. Certes, tu es plus précoce, mais on va dire tu vas peut-être vieillir plus vite qu'un gars qui a commencé un petit peu plus tôt. Toi, le fait d'avoir quand même première fois que tu as mis les gants, tu avais 3 piges. Est-ce que là tu sens un petit peu une usure physique? En fait, la chance que j'ai, c'est que je pratique un sport où tous les jours je peux apprendre, donc j'ai pas cette lassitude déjà dans l'exercice. Mais au niveau du schéma, ça représente le même. C'est entraînement, performance, remise en question constante, tout le temps. En plus, c'est mon père qui m'a mis dedans, donc c'était déjà au sein de mon foyer, sur le repas à table le soir, remise en question, école, je reviens, remise en question. Donc c'est vrai que ça fait un moment. Je suis pas lassé aujourd'hui, mais c'est vrai que je me dis qu'à demain à 30 ans, enfin,
je suis sorti de mon combat, je rentre de mon combat, on est le 24, c'est le réveillon de Noël, je rentre, il y a mon père en face qui me dit ouais, Bruno, tu devrais faire ça, t'as vu quand tu fais ça? Je me vois pas faire ça jusqu'à 30, 31, 32, 33. Et donc là, ton travail, t'as démissionné ou tu le... Non, j'avais arrêté pour préparer mon combat de Baby Silver. Et là, du coup, je suis sans emploi. Donc... Je le dis comme ça. Oui, mais bon, sans emploi, mais ça va, je pense. Ça va. Oui, voilà. Je suis sans emploi. Oui, non, mais je pense que ça se passe bien. Et qui voulait dans ta famille, ou si c'est toi, que t'aies aussi bien ce cursus sportif, mais maintenir aussi cette excellence dans les études? C'était important pour mes parents que je délaisse pas l'un pour l'autre, mais ils m'ont jamais imposé de suivre ce cursus-là, dans le sens où demain, si j'avais dit j'arrête, je me consacre, ils m'auraient accompagné en me disant ok, fais attention, etc. Moi, c'était important pour moi de montrer que je suis capable, et c'est pas parce que je fais du sport de haut niveau que je suis pas capable de faire des études. C'est pas parce que je fais du sport de haut niveau que je peux pas faire d'études élitistes. Et donc c'est vrai que ça a été un combat pour moi de montrer aussi à tout le monde que je fais de la boxe, ça peut être connoté un petit peu bagarre, etc. Mais je suis pas un idiot, je peux faire, et il y en a pas mal dans mon cas. Il y a Sarah Ouramoun, Souleymane Sissoko qui ont fait des études, Dylan Chara également. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de sportifs de haut niveau qui font ce cursus-là, et je pense que ça stabilise aussi, et ça favorise la performance, je pense. Parce qu'on est quand même dans un sport assez fin, assez subtil, et plus tu entraînes ton cerveau à réfléchir, et je pense que plus tu es meilleur dans ta pratique. Je pense aussi. Et puis en plus, tu as ce côté, et il y a beaucoup en boxe où tu as justement le père qui est derrière. Et ça, c'est que positif, ou tu as ce côté 24 décembre, quand tu débriefes toujours, tu fais bon. En fait, c'est à double tranchant. Il faut avoir un bon tempérament, et je pense qu'il faut sectoriser. Souvent, il a été très dur envers moi, mais ça a été pour favoriser ma performance sportive, et du coup... il a pris le pari de gommer un petit peu ce lien familial, pour se dire ok, aujourd'hui c'est mon employeur, tu vas travailler dur en plus. Mais c'est vrai qu'il a pris ce pari là, et avec de la maturité, je me rends compte des sacrifices qu'il a fait, et je le remercie de ça. Mais c'est vrai que plus jeune, je trouvais ça injuste, je me suis dit dur avec moi, j'ai rien fait. Donc ouais, avec le temps, c'est plus facile pour moi de me dire ouais, il a fait beaucoup de sacrifices, et il a œuvré pour que j'y arrive. Mais c'est vrai que ça a double tranchant. Ouais. Parce qu'il était boxeur, lui? Il a fait une petite carrière amateur, ouais, mais il est jamais passé pro. Ouais. Okay. C'est un passionné aussi. Ouais. Et quand t'es arrivé, il s'est dit projet Bruno. Projet Bruno Suras. Mais je pense qu'il a même pas eu l'ambition d'arriver jusque-là, et ça l'a dépassé. Et du coup, le fait de vivre ça au Mexique, c'était important pour moi qu'il soit là. Il a été dans le coin, etc. Donc c'est vrai que lui-même, je pense qu'il n'a pas pris la mesure de ce qui arrivait, et c'est vrai que tout arrive très rapidement pour nous tous. Et il était comment au Mexique? Lui, il était focus à fond, il savourait aussi toutes ces années quand même. En fait, c'est un papa, il est anxieux, donc c'est vrai qu'il a stressé tout le long, parce que c'est la santé de son fils, c'est toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que tout au long du voyage, il a essayé un petit peu de profiter, mais c'est compliqué quand ton fils, il passe devant 30 000 personnes, le mec c'est un tueur, sur tous les réseaux du monde, il va se faire tuer. Donc c'est vrai, c'est compliqué. Donc là, après ça, il est content, il se dit ouais, on l'a fait, on est parti d'un vieux parc dans le quartier nord à Font-Obscur pour arriver dans un stade au Mexique. Et c'est vrai que l'histoire est très belle. Je sais pas s'il a pris la pleine mesure de ce qui est arrivé, mais je pense qu'il peut être fier. Non, mais c'est clair, non mais là c'est fou. Et dans ces photos-là, t'as déjà encadré ça dans la salle ou pas? J'ai plein de projets encadrement photo. J'ai la photo du Ring Magazine, j'ai ma photo avec Chavez, j'ai ma photo au stade, j'ai plein de... En fait, ce qui est marrant, c'est que depuis ce jour-là, je mène une vie normale, je suis quelqu'un de normal, et il se passe des trucs de fou dans ma vie. Je rencontre des gens de fou, il se passe des trucs de fou, donc... À la soirée Ring Magazine, j'avais des photos de fans avec tous les boxeurs du monde. Donc c'est vrai que j'ai un bel album photo à faire. Ouais. Et c'était quoi la plus belle rencontre là depuis, enfin même tout confondu, hein, mais j'imagine que depuis le mois de décembre, il y a eu des belles rencontres au mois de décembre. Du coup, ça a commencé avec Chavez, j'ai vu Morales. Ensuite, je suis allé au stade, j'ai vu le président du club.
À Ring Magazine, j'ai vu tout le monde. J'ai vu Tevin Haney, j'ai vu son père, j'ai vu Teofimo Lopez, j'ai vu Zig, j'ai vu Dubois. Enfin, je te montrerai les photos après. J'ai vu tout le monde. J'ai vu Scott Stevenson. J'ai vu que des mecs que je regarde, tu vois. Donc j'étais en mode, waouh, ils sont là. Donc c'est vrai que j'ai plein d'anecdotes et plein de photos qui m'ont marqué. Et même, tu vois, ce combat m'a permis de grandir, etc. Mais il m'a surtout permis de kiffer un maximum. Là, sur les 2 semaines qui sont arrivées, j'ai kiffé comme un enfant. Donc c'est c'est vraiment, c'est beau. Et tu penses que là, il va y avoir un nouvel âge d'or de la boxe? Là, on voit que ça se débloque un petit peu plus. Les combats se font de plus en plus. Et le MMA, c'est plus un phénomène émergent, c'est quelque chose de stable. Donc il y a plus cette euphorie du début et on commence à se stabiliser dans le sens où on arrive à apprécier les deux. Il y a un public qui aime le MMA, il y a un public qui aime la boxe anglaise. Donc je pense qu'il y a peut-être un regain qui va arriver. Mais en tout cas, il y a une volonté des organisateurs, des grosses institutions de la boxe de redonner ces lettres d'or à ce sport. Ouais. Et puis surtout, moi j'espère que ça pourrait être, s'installer de manière pérenne, tu vois. Parce que là, j'ai quand même l'impression qu'ils perdent beaucoup de sous. Enfin. Ouais, je pense que ça a été compliqué, mais la concurrence, en vérité, ça favorise le développement et ce phénomène émergent qu'a été le MMA, ça a favorisé du coup les boxeurs, les grosses organisations à faire en sorte que les combats se font et se font de plus en plus rapidement. Et je pense que la concurrence, du coup, ça a permis de faire évoluer un petit peu plus ce sport. Ouais. Ah oui. Bah, après, moi je ne disais pas forcément concurrence boxe MMA, parce que boxe, il y a quand même toujours ce truc de quand il y a un gros combat, tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Vraiment tout le monde regarde. Alors que le MMA, ça reste quand même la niche. Là, bah, donc apparemment, hein, ça devrait se faire, le Terence Crawford contre Canelo. Ce serait une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, vraiment, celui-là, il le fera en quelle catégorie? Parce qu'il y a juste je crois ça qu'ils sont parlé de super moyen. Ouais. Ok. Parce que je pense pas que Canelo puisse redescendre en moyen. Je pense qu'ils vont le faire en super moyen. Donc ça fait encore 2 catégories de plus. En fait, Crawford vient de monter en super welter. Il a boxé Madrimov. Et déjà, il paraissait un petit peu fin pour ce combat, donc il a fait un gros travail de musculation. Et là, je crois qu'ils vont le faire en super moyen en plus de ça. Alors qu'il vient des légers. Hein. Ouais. Bah ouais, donc, on met 2 noms qu'on a envie. Est-ce que sportivement, ça a une valeur? Je sais pas. Bah, on regardera. Ah oui, je vais regarder. On va regarder. Mais c'est vrai que tu as toujours ce truc-là, voilà, de quelle catégorie, parce que bah, précédemment, justement, tu parlais de Floyd Mayweather. Quel héritage pour Floyd Mayweather? Il a marqué ce sport, que ce soit en bien ou en mal. En tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, je me levais pour voir ses combats et du coup, toute cette exubérance, tout ce côté un petit peu entertainment, ça a fait que j'ai aimé ce sport. Ces entrées spectaculaires, ces grosses pesées, ces grosses salles, enfin toute l'aura qu'il a, ça a fait que j'ai aimé ce sport. Après, il a du sang sur les mains, il a mis le zéro, il a instauré la règle du zéro, il a instauré la règle de la paralysie du sport, il a décidé quand boxer, qui boxer. Donc c'est vrai qu'il a rendu business ce sport. Et aujourd'hui, il y a des restes, mais il a un bel héritage et un grand héritage aussi. Bon, c'est un boxeur que j'ai admiré aussi. Donc, ok, ah ouais. Moi, j'aime les boxeurs défensifs, j'aime les boxeurs qui sont réfléchis et c'est ce qui se fait de mieux. C'est un génie, donc, que ce soit dans l'ajustement, le positionnement. C'est très fort, c'est très 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 fort. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des grands boxeurs avec lesquels tu as tourné jusqu'à maintenant? En termes de noms en activité, j'ai tourné avec Conor Ben. J'ai tourné en sparring avec Conor Ben. Qui va avoir un gros combat là aussi. Contre Chris Eubank, ouais. J'ai tourné avec Conor Ben, j'ai tourné avec Hassan Ndam, j'ai tourné avec un tas de champions. Mais c'est vrai que là, de tête, là, c'est Conor Ben. Ouais. Conor Ben, je suis allé dans sa salle en Angleterre, c'est encore des méthodes différentes. Bah ouais. Du coup, moi, j'y suis allé quand je venais de faire champion de France. Du coup, j'étais hyper frêle, tu vois, je suis sur un poids moyen. Il était plus lourd que moi, il avait des jambes, c'était comme ça, on fait des rounds de 4 minutes, 30 secondes de repos. C'est vrai que c'est un autre fonctionnement. Et eux, ils sont dans une salle où
il s'entraîne avec, je sais pas si tu vois qui c'est, Félix Cash, Mhm. John Ryder. Donc, Ouais, ah oui, ok. ouais, dans sa salle, il y a tous ces boxeurs-là. Donc c'est vrai qu'ils se tirent tous vers le haut. Et quand tu tournes avec Conor Ben, tu sais, il y a des amateurs qui viennent faire les rounds en intermédiaire qui se complètent. Et tu comprends pourquoi les mecs sont bons. Parce que les amateurs tournent avec ces pros-là d'élite. Et donc les amateurs sont hyper Et solides. donc ensuite ils montent aussi. Ouais, c'est ça. Oh là là. Mais c'est vrai que même le côté de la boxe en Angleterre, c'est une. C'est des stars. Hein. Bah oui. Ah, c'est des stars. T'as la ferveur que malheureusement t'as pas en France, mais c'est peut-être plus encore qu'aux États-Unis, je trouve. Ouais, plus aux États-Unis, mais moi je l'ai constaté en. Tu sais, quand on était au Mexique, on a lu la télé était à l'hôtel, elle tournait tout le temps. Toute la journée, on est matraqué par ESPN. Tu vois du sport toute la journée. C'est pour ça que le public est éduqué à ça, parce que toute la journée, ils sont matraqués. C'est sport. Et du coup, boxe, vu qu'ils ont des noms de renom, et ils sont matraqués. Du coup, ils ont cette culture du sport et ils ont cette culture du champion. Et le champion, il l'aide, il l'aime, et même si ça se passe mal, c'est un membre de la famille, il le voit tout le temps, tu vois. Donc, ça se passe mal, ils sont encore avec lui, ça, et ce qu'on a moins. Ici, ça se passe mal, on t'abandonne, on va trouver quelqu'un d'autre. Putain, il est fort, lui. Ouais, mais c'est parce que tu penses on n'a pas cette culture du sport. Bah, je pense qu'il y a les amoureux de la Parce niche. qu'on gagne pas beaucoup aussi peut-être en France. Il y a de ça aussi, mais je pense que vu que c'est quand même assez niché, c'est quand même assez niché. Nous, on est des passionnés, donc on connaît tous les noms, etc. Tu vois. Mais tu sors dans la rue, peut-être, il y en a qui peuvent encore ne pas reconnaître Cyril Gane, tu vois. Oui, non, c'est clair. Tu vois, alors que dans un autre pays, jamais ça arrive. Par exemple, j'ai boxé quand j'étais au Mexique. Enfin, après le Mexique, je suis allé à San Diego. J'ai fait San Diego, Los Angeles. Jusqu'à Los Angeles, on me reconnaissait. À Los Angeles, on me reconnaissait. Je rentre chez moi encore, on me reconnaît pas. Ah oui. Bah, ça, c'est vraiment une dinguerie. Ça, C'est par fou. contre, c'est fou. Tu vois, alors qu'il y a des combattants de premier plan ici, ils doivent pas faire 4 pas sans qu'on les arrête, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est parce que ils sont éduqués au sport et ils ont ce côté, ok, c'est des rôle modèles, tu vois. C'est eux qui m'ont permis de me construire, donc on va les soutenir. Tu vois un Joshua, il gagne, il perd, tous les Anglais sont encore avec lui, tu vois. Il a encore ce truc. Ici, c'est moins vrai. Ouais, non, et puis il y a moins ce côté. Toi, tu l'as pas, mais par rapport à ta communication, tu restes très humble. Voilà, même si, comme tu as dit, hein, la limite, elle est. Est-ce que là, tu vas être un petit peu plus afficher tes ambitions parce que tu as ça en France où c'est vrai que. Moi, je trouve ça dommage. J'adore les mecs qui. Bah, t'as pas besoin de faire du trash talking. Oui, dire, Joshua, il complètement. dit j'ai envie d'être le meilleur. Ce qui est normal. Oui, ce qui est normal, ouais. Bah, moi, dans ma communication et de la personne que je suis assez mesuré et j'ai pas ce truc du trash talk, etc., de la communication un petit peu plus engagée, je dirais. Mais moi, j'essaie de rester spontané le plus possible. Si je dois dire c'est A, si c'est B, c'est B, mais j'essaie de rester le plus spontané possible et de pas me travestir dans un sens ou dans l'autre. Je vais pas être hyper cadré, mesuré, parce que ça me ressemble pas et c'est pas moi que je vais montrer. Je vais pas être hyper trash talker parce que c'est pas moi. Je vais faire quelque chose dans lequel je suis à l'aise parce que, comme je t'ai dit, ça va hyper vite et demain je peux prendre un choix et ça se passe mal et on va me l'opposer alors que c'était pas moi. Donc quitte à faire un choix, autant que ce soit le mien. Comme ça, si ça se passe mal, ben, c'était moi. Et peut-être que ça changera avec le temps parce que c'est vrai que tu vois, Canelo, au début je l'aimais pas trop. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant on sent que tu vois, il est vraiment en place, quoi. Et le fait qu'il ait, je trouve, peut-être pris son indépendance par rapport à De La Hoya, ça l'a. Ça fait ressortir sa personnalité. Il représente du coup son business. Du coup, il est obligé de faire monter la sauce. Il est obligé de se comporter en star. Même si à la base, il n'avait pas en lui ce truc de trash talk, de je suis une star, etc. Il a été obligé parce que chaque mouvement que tu fais impacte ta carrière commerciale et impacte ta carrière sportive. Donc, à un moment donné, tu es obligé de te comporter pour faire valoir ton business. Donc, si demain il se comporte pas comme ça, ben, il prend plus 20 millions, il en prend 3. Ouais. Donc à un moment donné, cette réflexion, elle rentre en compte. Ouais, mais par contre, je te rejoins, c'est sur le côté paralysie. Là, ça, c'est pénible. C'est relou. Parce qu'il y a beaucoup de combats, encore quand il était dans cette période où il était conquérant jusqu'à Bivol, c'était pas mal, parce qu'on se disait vraiment jusqu'où il peut aller. C'est un truc En fait, moi, ce que je fais, des fois, j'ai ce débat à la salle, partout. Les gens disent ouais, mais il a perdu contre Bivol, mais on se rend pas compte de la folie que c'est. C'est un Walter, il fait 1m73. Il est tout petit. Il boxe des mi-lourds. Moi, j'ai serré la main de Bivol, il a une main, elle est comme ça, elle est dure. Elle est hyper dure, sa main. Il boxe un mi-lourd. Je dis ouais, il a perdu contre lui, mais
Déjà, arriver jusque-là, c'est un truc de fou. Ouais. En fait, on banalise l'exploit. Et c'est pour ça que je te dis que dans le mode de consommation, ça a changé. Maintenant, c'est devenu normal. Il a fait Walter, super Walter, moyen, super moyen. Il est monté en mi-lourd. Il a battu Kovalev. Là, il perd contre Bivol. Il s'est pas fait humilier. Et on arrive à dire, ouais, ça, il a perdu contre Bivol, il est fini. Mais c'était fou, c'était malade. Et puis surtout que c'était un moment où je crois qu'il y avait des discussions aussi pour qu'il fasse le titre en cruiserweight, je crois. Ouais, ils avaient parlé. Putain, je sais plus c'était plus quel nom. Mais c'est vrai qu'ils mettaient les gars avec Frank Sanchez, donc ça avait pas mal tourné. Mais c'est hyper singulier ce qu'il fait. Et aujourd'hui, on a vraiment banalisé ça. Mais déjà, faire champion du monde, c'est dur. Ils prennent toutes les ceintures, ils montent, ils refont, ils montent. C'est un truc de fou. Et je pense on n'est pas éduqué à ça, donc on banalise l'exploit vraiment. Alors que c'est un truc de fou. Hein. Toi, tu penses que tu pourrais monter jusqu'à combien ? Sportivement, c'est pertinent que je fasse moyen, super moyen. Au-dessus, c'est plus pertinent. Je pense que en poids effectif, je peux faire un mi-lourd, mais c'est pas pertinent. Pour moi, je ferai moyen, super moyen, et ce sera l'âge qui va faire que aujourd'hui, je me sens bien dans ce poids-là ou non. Mais ouais, puis que tu te densifies peut-être. Ouais, c'est ça. Je me densifie et j'ai pas été précoce dans mon évolution physique, donc c'est vrai que peut-être qu'à 28, je serai plus dense. Je me dirais, ok, là c'est super moyen, mais c'est moyen, super moyen, pas. Parce que là, tout ce qui est prépa physique, enfin, j'ai un préparateur physique. Ouais, j'ai un préparateur physique, mais ça arrivait très tard dans ma carrière. Ça arrivait après mon premier championnat de France. Parce que tu t'es dit, bon, là, faut. Là, ça commence à devenir sérieux. Bruno fait en sorte d'eux, mais je fais 20 combats pro sans prépa physique. Un corps très misérable. Un corps sans muscle, c'est compliqué. Déjà que j'ai une tête qui fait pas hyper peur, j'arrive rasé, je fais pas peur, j'ai une tête d'enfant, j'ai un corps d'enfant. Ah, je me suis dit, c'est chaud, j'ai quelque chose. Mais c'était quoi ? Enfin, tu sortais pour l'impact ou t'avais quand même ce côté où avoir la caisse ? L'impact, parce que tu boxes des hommes. Tu boxes des hommes, faut. En fait, vu que c'est une dualité, si à un moment donné, toi, t'arrives pas à te faire respecter dans les échanges, ben forcément, il va t'écraser. Donc, l'impact est aussi. Bouger. Du coup, quand j'ai mis les gars avec Conor Ben, j'ai vu la dimension physique du gars. Je me suis dit, ok, c'est ça qui est game changer. Ils font peut-être sur 3 entraînements, ils en font 2 de prépa physique, tu vois. Et la boxe, je les ai pas trouvés extraordinaires en termes de boxe. Ils sont pas. C'est pas des génies en boxe, mais ils ont une telle dimension physique que ce qu'ils ont, ils le font valoir à 100%. Donc c'est ça qui est hyper important. Et tu as aussi ce sujet, en vrai, en boxe, plus que dans beaucoup de sports, c'est qu'en France, on a la FLD. Et c'est vrai que toi, tu dois t'y plier. Et à partir du moment où tu arrives à l'étranger, c'est un petit peu plus le Far West à l'extérieur. Je te parle de mon contrôle antidopage au Mexique. Alors, comment ça s'est passé ? Je fais ma pesée tranquillement, je fais un contrôle antidopage au Mexique, je boxe le numéro 2 mondial. Enfin, il y a des millions en jeu, tu vois. Ouais. Je fais une prise de sang, mais c'est bon, allez. Rentre. C'est fini, il n'y a pas autre chose. Tu veux pas vérifier si j'ai pas la mâchoire cassée, les mains. Mais je dis non, c'est bon, c'est toi, tu te débrouilles. Ah non, le passage au médecin, il était fou. Hein. Il était fou. J'ai pas compris, mais j'ai dit, mais ils sont malades. Oh là là. Tant il était dopé, j'en sais rien. On a fait une prise de sang, tout le monde s'en fout. Non, mais c'est vraiment un 2 poids 2 mesures, je trouve, qui est dur parce que vous êtes obligé, la FLD, c'est un vrai truc. T'es obligé de te plier à des choses. Je crois que c'est même plus élevé que la VADA. Il y a des athlètes qui sont pénalisés parce qu'ils se sont pas présentés ou parce qu'ils ont oublié d'actualiser. Oui, où t'es physiquement, c'est ça. Canelo, il a été testé positif à quelque chose, il reboxe 8 mois après. Oui. C'était avant le combat la revanche contre Golovkin. Tu fais 3 no-shows, t'es pénalisé peut-être 1 an, 2 ans, tu es la risée de tout le monde, tu es un dopé. Canelo, il se dope, il reboxe 8 mois après. Tout le monde s'en fout. C'est un héros, c'est son taf. En même temps, c'était de la viande mexicaine. C'était de la viande mexicaine, Bruno. Enfin. Voilà. En vrai, ça doit être pas insupportable, mais compliqué à gérer. Surtout que là, t'arrives quand même à un moment où t'as des échéances où, en termes d'impact, il y a ta santé aussi, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que ce 2 poids 2 mesures, il est dérangeant pour la santé des athlètes et il y a un gros boulot à faire. Mais c'est en ça peut-être que l'entertainment prend le pas sur le sportif et la santé des athlètes parce que maintenant, c'est plus important de proposer un combat spectaculaire que de préserver la santé des athlètes. Ouais. Et l'autre truc que je voulais te poser comme question, justement, c'est donc dans ce que j'ai lu sur toi, à chaque fois, ils disent que tu es quelqu'un de très sage, très calme. Et comment tu as fait pour toujours rester
en dehors des problèmes qu'il peut y avoir quand on a une carrière de boxeur ou de combattant pro? Je pense que c'est déjà je pense que c'est dans mon caractère et ma personnalité d'être hyper simple et de pas vouloir ce qui brille déjà. C'est en moi et c'est une chance que j'ai déjà. Et puis vraiment moi ma vraie plus-value par rapport à ça c'est mon entourage. On se connaît depuis tout petit. Il y en a qui ont fait du sport de haut niveau, qui ont vu aussi d'autres athlètes. Donc les expériences de chacun et le fait qu'on soit tous ensemble depuis le départ fait qu'on se ramène tous les pieds sur terre, quoi. Donc c'est vraiment mon entourage et mon écosystème qui fait qu'aujourd'hui je suis comme ça et j'ai pas de possibilité entre guillemets de dérive. On s'en parle, quoi. On s'en parle et je vais te dire mieux. Par exemple, aujourd'hui j'ai une exposition qui est telle que je peux entre guillemets plus faire ce que je veux, dans le sens où dans la rue je peux faire ce que je veux. Il y a mon collègue Adèle, si par exemple, je sais pas moi, je vais faire une blague trop forte, il me dit arrête Bruno, t'es connu, tu peux plus faire ça. Tu vois, on se ramène rapidement sur le bon rail, ouais, rapidement. Il n'y a jamais de moment où tu as été pris dans une bagarre en dehors du ring and co? Non, moi je suis en paix, moi, j'aime pas la violence. Et tu gardes ces 2 entraînements, quoi qu'il arrive, Quoi qu'il tout arrive, le temps? tout le temps, c'est la constante. C'est rare ça en boxe, non? C'est rare parce que c'est vrai que les combats c'est assez cyclique, on sait pas quand on s'entraîne, mais déjà pour moi ça représente un équilibre de faire ces 2 entraînements. Tu sais, c'est tellement ancré dans moi que si je les fais pas je me sens coupable. Tu sais, même des fois l'été on va à la plage, les gars je vais m'entraîner, je reviens, enfin c'est ancré en moi déjà ces 2 entraînements. Et puis partir de trop loin c'est compliqué, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités de boxer, si en plus tu pars de très loin ça reste compliqué. Donc ces 2 entraînements c'est la constante tout le temps. Bah ça c'est ça c'est assez ouf, hein, parce que j'avais l'impression justement que il y avait vraiment les camps d'entraînement et puis sinon il y avait des breaks que les mecs faisaient et... Quand tu as le choix sur ta carrière et que tu es en position entre guillemets de luxe de choisir quand est-ce que tu combats, tu peux, si tu veux, faire un combat là et avoir un mois mort. Mais moi j'avais pas ce luxe là, donc je savais pas quand est-ce que ça allait tomber, donc il fallait que je m'entraîne tout le temps. Et puis dans mon équilibre, c'est important pour moi que je fasse ces 2 entraînements-là par jour parce que ça me stabilise aussi, tu vois. Je suis quand même assez, entre guillemets, hyperactif, il faut que je fasse des choses tout le temps. Donc je me lève, je fais mon entraînement le matin, je fais mon entraînement le soir, ça me régule et ça me permet d'être bien. Mais ce que tu dois te mettre du coup quand t'es en camp d'entraînement, ouais, c'est plus... ça va être encore plus hardcore, hein. L'intensité, elle est plus forte. On met le doigt sur des choses précisément et je passe des fois à 3 entraînements dans la journée, un jour sur 2, un jour sur 3, je fais 3 entraînements, je rajoute de la piste. Du coup c'est vrai que c'est assez compliqué et ajoute à ça le fait que je travaillais, tu vois. Ouais. C'était invivable. Ça devait être une vie, mais parce et tu t'entraînais aussi, parce que je sais qu'en France, quand il y a des combats, en tout cas les camps d'entraînement que j'ai pu voir en MMA, ils s'entraînaient en plein milieu de la nuit aussi pour s'adapter un peu aux horaires. Est-ce que tu faisais ça toi ou pas? Du coup, moi dans mon entourage, je me disais Bruno, fais ça, adapte-toi aux horaires. Mais comme je t'ai dit, il y a une réalité, le gymnase il fait 18h, 21h. Je suis obligé d'être dans le 18h, 21h, tu vois. Donc on a bricolé et si j'avais jamais voyagé aussi loin dans ma vie, donc le décalage horaire pour moi c'était... Ah oui, tu pensais pas que... c'était un truc de bobo. Okay. Ah oui, d'accord. J'arrive 15h fatigué, qu'est-ce qui m'arrive? Le lendemain pareil, 15h fatigué, putain je vais boxer à 21h30, c'est impossible. Et en fait ouais, c'est une vraie réalité et c'est important, donc maintenant je le sais. Mais c'est une vraie réalité, c'est important. Ah bah ouais, non mais c'est un vrai truc, c'est vrai que oui, si tu l'avais pas vécu avant... Jamais vécu, moi, pour moi c'est un caprice le décalage horaire, je me suis dit ça va, c'est tranquille, c'est pas vrai du tout. Et est-ce que là, maintenant, t'as les clés de la salle pour pouvoir t'entraîner en dehors de ces horaires-là? J'ai jamais encore tenté, je pense que si je dois le tenter c'est maintenant. Oui. Dans un mois, ça y est, c'est fini, on m'a oublié, donc si je dois le tenter c'est maintenant, mais oui, je pense que je suis plus confortable maintenant pour m'entraîner. Ouais. Et t'as jamais pensé à t'exporter? Parce qu'il y a ça aussi souvent, au bout d'un moment, les gens ils disent il faut qu'on parte de la France. Moi, ça favorise mon équilibre de rester ici, c'est ici que je me sens bien, c'est ici que j'aime m'entraîner, c'est ici que j'aime vivre. Donc si je pars et que dans un sens je suis malheureux, je pense que ça favorisera pas l'équilibre et mon écosystème, dans le sens où je vais à l'entraînement mais j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, je vais durer moins longtemps, peut-être que je vais être plus performant à un moment donné mais je vais durer moins longtemps. Donc pour moi c'est plus pertinent de bouger ponctuellement, de prendre ce qu'il y a à prendre et de revenir et d'avoir cette base là, parce que la salle de boxe ça reste quand même un endroit où je me sens bien, et si je me sens pas bien dans un endroit, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de m'épanouir et performer. Et j'ai vu sur ton bilan que tu avais eu 2 matchs nuls aussi.
comment on vit ça? Très mal. Ouais, bah, j'imagine Mais que du coup, ça en va fait, être à le chaque truc fois, le plus frustrant, je pense. c'est frustrant, ça arrive jamais. Donc, c'est quand tu vas à l'extérieur, on peut pas te donner perdant, donc on te donne match nul. C'est horrible. Et va expliquer, ouais, j'ai fait match nul, mais c'est parce que j'ai boxé à l'extérieur. Donc, avant ça, c'est compliqué. Et là, maintenant, il se passe ça. Les mecs, c'est la folie. J'ai fait match nul avec peut dire Bruno. quoi, c'est ça? Je fais match nul avec Bruno et moi, je dois expliquer. Non, non, c'est parce que je suis allé à l'étranger. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais pour les connaisseurs de boxe, les gens savent ce que ça veut dire. Et bon, ça va, c'est pas une défaite, mais bon, c'est vrai que c'est frustrant. Ouais. Les décisions en boxe, c'est vraiment très frustrant. Et c'est pour ça que boxer en France dans des petites salles, t'es pas vu par tout le monde. Là, demain, je perds, mais je perds sur ESPN. C'est pas grave, tout le monde a vu et a vu comment s'est déroulé le combat. Je prends l'exemple d'un match nul. Je perds dans le Nord-Pas-de-Calais à Béthune. Va expliquer, ouais, c'est parce que. Donc ouais, c'est vrai. Et tu penses que ça pourrait être changé, ça aussi? Ces décisions hasardeuses? Parce que personnellement, moi, c'est un truc, même au plus haut niveau, ça me frustre vraiment. Ben, moi, je pense que si demain, t'as pas peur de boxer un Français à l'étranger, enfin à l'extérieur, parce que t'as pas peur de la décision, il y a des combats qui se feraient plus. Aujourd'hui, en tout cas pour ma part, il y a plein de combats où j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que tu vas prendre le risque de te faire voler là-bas alors que ça t'apporte rien? Les combats se font pas aussi en France parce qu'on a peur de la décision et ça impacte énormément. Demain, je suis en course pour faire le championnat de France. Le numéro 2 m'appelle pour faire un combat à l'extérieur. C'est peut-être excitant, c'est peut-être intéressant, mais je le ferai pas parce que j'ai peur de me faire voler et du coup de perdre mon temps pour. Et malheureusement, ça défavorise ce sport. Ouais. Parce qu'il y avait aussi pas mal de gens qui prônaient en fait le fait d'arrêter qu'il y ait les 19 systématiques quand tu sais pas vraiment en fait ce qui s'est passé et dire bah là on va juste mettre c'est du coup 9-9 qu'il y aurait ou ouais 9-9 ou 10. Ou 10. Tu penses ça pourrait être une solution ou pas? Parce que c'est vrai que t'entends, tu vois les trucs. Moi je pense que t'entends vraiment de tout, mais le vrai cancer de ces décisions-là, c'est l'organisateur du coup qui prend les chambres, qui prend les restos et qui est là et qui dit bah, là il y a ce combat-là. Là. Donc, ça joue. Moi je pense qu'un organe externe devrait être là pour vérifier et pour peser sur justement ces arbitres-là, un organe de contrôle. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de boxer et de te dire ok, j'ai cette épée de Damoclès, je peux me faire voler. Bah, et puis d'un côté, quand tu te dis que c'est le gars qui combat, qui est en même temps l'organisateur du combat, bon, c'est vrai que sur le papier, les dés sont un peu pipés. C'est ça, exactement. Parce que là, c'était donc le promoteur de Munguia qui organisait le combat. En fait, c'était une copromotion entre Top Rank et Zanfer Boxing, donc c'est le promoteur de Munguia. Vraiment, la chance que j'ai eue, c'est que je devais être un non-événement pour eux, donc ils ont été hyper sympas. Conférence de presse, ça va, tête de gentil, ça va Bruno, ouais, ça va. C'est qu'on va te tuer demain, ouais, ça va, t'inquiète. Donc ouais, et sur le ring, à la décision, il me regarde, il me dégoûté. Je te tiens la main, ça va, mais je pense qu'il n'y avait pas cet aspect-là décision, tu vois. Il y a toutes les caméras du monde qui sont sur toi, donc c'est compliqué de créer un vol. Et c'est pour ça que je suis plus rassuré, je m'en fous de boxer à l'extérieur du coup, parce que il n'y a plus cette donnée vol, il y a les caméras du monde qui sont... Même s'il y a on a déjà vu Mohamed Mimoun se faire voler de manière scandaleuse, même s'il y avait des grosses caméras, mais étant donné que c'est vu, tous les promoteurs du monde et tout l'écosystème boxe, c'est que... Ouais. Effectivement, c'est pas ce qui s'est passé quoi. Oui, je pense qu'ils ont été vraiment pris de court, parce que c'est vrai que c'est ça qui est relou aussi, que ce soit aussi bien quand les mecs se font compter, le gars tu vas avoir 50 secondes, un truc comme ça, c'est... Ben, moi, avant de faire ce combat, je me dis, au point je gagnerai jamais, s'il tombe, ils vont mettre 50 secondes à le relever. Ouais. Donc la chance que j'ai vraiment, c'est que il a les yeux vides et qu'il tombe sur la corde et qu'il peut plus continuer. Mais c'est vrai que je me dis, c'est dans aucun monde je peux gagner quoi. Donc mon objectif à moi, c'est de montrer que je suis bon, parce que la décision je l'aurai pas et s'il tombe, il va mettre une minute à se relever. Et pour confirmer, là, tu penses que tu vas t'entraîner encore plus, tu vas être vraiment possédé là ou pas? Je vais, du coup, en fait, ce combat-là a ouvert le chapitre de ma nouvelle carrière et vraiment gagner cette revanche, vraiment ça me ferait tourner la page et viser d'autres sphères. Donc aujourd'hui, j'ai plus les inconnus de savoir qu'est-ce que c'est un numéro 2 mondial, etc. parce que je l'ai vécu. J'arrive à voir ses erreurs. Lui, il a vu un visage de moi, mais c'est un visage de moi où j'étais pas préparé au mieux.
j'étais pas averti de ce qu'il faisait, j'étais pas averti de ce que c'était 30 000 personnes, etc. Enfin, tout était nouveau pour moi. Aujourd'hui, je suis dans une position où je suis plus affirmé dans ce que je fais et ça va se sentir, je pense. Et dans la préparation, je sais où travailler maintenant. Je sais où travailler, j'arrive à voir ses défauts, j'arrive à voir les miens aussi. Et on va travailler un maximum là-dessus. Et côté pesée médiatique, est-ce que c'est quelque chose que t'aimais bien, ça ou pas? Bah, c'était nouveau et je savais pas comment j'allais gérer cette pression. Et comme un passionné, je me dis peut-être tu n'auras qu'une fois l'occasion de faire tout ça. Donc, kiffe. Et du coup, j'arrive à la conférence de presse, je kiffe un max. Pesée médiatique, je kiffe à fond. Je me dis, attends, je ne le revivrai plus. Et du coup, j'ai pris du plaisir sur chaque étape, ce qui fait que ça m'a pas mis de pression supplémentaire. Tu vois, moi j'étais vraiment. Puis je kiffe, c'est pas grave, je m'en fous. Et ça m'a pas mis cette pression-là et ça a pas pesé sur moi. Donc franchement, j'ai bien aimé l'expérience. Un combat de rêve, un dream fight. Aujourd'hui, je suis un menteur si je te dis pas Canelo. Tout le monde veut Canelo. Il y a des gens qui se déplacent pour voir Turquie pour dire je veux Canelo. Tout le monde veut voir Canelo. Donc, et t'as pu lui dire alors lors de la cérémonie ou pas? Bah, Canelo du coup se lève, me dit bonjour, etc. Il me félicite. Mais tu sais, une conversation de là, ça vaut rien. Moi, s'il y a des caméras, je dis ouais, Canelo, je te veux. Mais s'il y a personne, ça reste entre nous. Ah, je pensais qu'il y avait les caméras qui avaient au moins capturé ça, tu vois, comme ça. Mais ouais, si je dois clôturer sur quelque chose, c'est vraiment remercier toutes les personnes qui ont été présentes et qui m'ont soutenu. Parce que, mine de rien, ça, tu sais, tu te sens moins seul, tu es à l'autre bout du monde et tu vois ces messages de soutien, d'amour. Je te dis, ok, je suis pas seul. Et si demain ça se passe mal, il y aura encore des gens qui seront avec moi et toutes les personnes qui ont fait qu'aujourd'hui j'en suis là. C'est important pour moi. C'est bateau, mais c'est important pour moi de les remercier. Ouais. Et ben voilà, continuez de soutenir ce monsieur. Et puis en vrai, là en ce moment en France, c'est beau ce qui se passe en boxe, j'ai l'impression. Ouais, il y a une certaine émulation. Là, en plus, il y a Mbili Lessadjo qui va se signer. C'est un combat qui, je pense, c'est inédit que 2 top 5 français se boxent. C'est un truc inédit. Donc je pense qu'il y a de belles choses qui vont arriver. Ouais. C'est parti. Merci monsieur. Merci. I'm fucking coming for you!